Bonjour, je m'appelle Anna Sidorevitch, je suis doctorante en troisième année au Centre d'histoire de Sciences Po. Le sujet de ma recherche porte sur un mouvement indépendant des femmes dissidentes et féministes en URSS tardive, plus précisément en Russie soviétique, à Leningrad, à la fin des années 70 et au début des années 80. Pourquoi je me suis intéressée à ce sujet? Parce que je m'intéressais beaucoup à l'histoire des féminismes, l'histoire des luttes des femmes. Et en fait, j'ai fait ce choix pour mon sujet de recherche quand j'ai été étudiante au Collège universitaire français à Moscou à la fin des années 2010. Et donc j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à l'histoire des femmes, des féminismes, du genre en Russie et aussi en URSS. Je connaissais quelques éléments concernant notamment l'émancipation de la femme soviétique, notamment dans les années 20 du XXe siècle. Je connaissais également un peu l'histoire de la lutte des suffragettes en Russie au début du XXe siècle. Mais en fait, je voudrais savoir s'il existait un mouvement de femmes, un mouvement féministe après les années 30 du XXe siècle. Et donc, j'ai commencé à chercher des informations sur Internet et j'ai découvert qu'il existait un mouvement indépendant organisé, créé par un groupe de femmes qui ont fait partie de la culture non officielle de Leningrad, donc de l'underground de Leningrad à la fin des années 70. Ces femmes ont été écrivaines, poétesses, artistes non conformistes et elles ont donc publié en 1979 un almanach qu'elles ont appelé Femmes Russie. L'almanach, c'est un recueil de textes. Elles ont donc publié cet almanach d'une manière artisanale. Elles ont tapé les textes à la machine. Elles ont ensuite fabriqué 10 recueils qu'elles ont circulés d'une manière clandestine dans le milieu de la culture non officielle de l'underground de Leningrad. Nous avons rencontré à Leningrad quelques-unes des fondatrices du mouvement de libération des femmes en Union soviétique. Nous avons décidé de faire un almanach plutôt qu'un journal, car dans un journal, il y a des rubriques spécialisées et nous n'en voulions pas. Je voulais que l'on publie les textes comme ils venaient. Les femmes sont très différentes les unes des autres, et il fallait publier ce qu'elles écrivaient en respectant cette diversité. Je n'aime guère cette appellation de samizdat, pas plus que celle de dissidente. C'est sans doute très subjectif, mais j'ai préféré libre publication des femmes. Quant à ce terme d'almanach, c'était surtout à cause de l'impossibilité où nous sommes de faire paraître régulièrement un journal chaque mois, même clandestinement. Il y a quantité de révoltes individuelles de femmes, contre leur mari par exemple. Et il est vrai que ça commence toujours par une révolte individuelle. Si j'avais la liberté de faire un journal mensuel régulier, j'ai assez de force, il y a assez de désir, d'enthousiasme pour interroger. Si la répression n'empêchait pas sa diffusion libre, toutes ces femmes qui en attendant se révoltent individuellement contre leur mari ou contre la société, viendraient avec nous. Elles viendraient et le mouvement pourrait vraiment commencer. Dans cet almanach Femmes et Russie, elles ont dénoncé la condition féminine en URSS tardive. En fait, l'égalité homme-femme a été considérée un acquis en URSS. La question féminine a été annoncée, résolue déjà vers les années 30 et en fait la question féminine, la question de l'égalité des genres a fait partie majeure de la propagande soviétique à l'échelle surtout internationale. Et ces femmes, elles ont dénoncé, elles ont remis en question cet acquis. Elles ont d'abord parlé de la double charge de la femme soviétique, de la double journée de la femme soviétique. Elles ont également dénoncé les conditions pénibles dans les maternités et dans les cliniques d'avortement en URSS. L'avortement a été dépénalisé en URSS tardive en 1955, mais les femmes continuaient à souffrir parce que l'avortement a été fait très souvent sans une anesthésie efficace ou bien sans anesthésie du tout. Ce qui réunit les femmes, c'est l'oppression double, triple même, venant de la famille et de l'État. C'est sur les femmes en premier lieu que reposent les difficultés économiques.
женщины нам принесли статьи, имя Наталья Малаховская, да, которые просто являются криком. Pour l'almanach, des femmes ont apporté différents articles. Par exemple, celui de Natalia. C'est un véritable cri quand elle parle des hôpitaux, des avortoirs. Nous ne pouvions pas ne pas le publier. Notre almanach n'est pas très volumineux, mais nous avons abordé quantité de problèmes, fait entendre quantité d'opinions, de désirs intellectuels et affectifs dans toute leur diversité. Il pose avec simplicité, précision et mordant un certain nombre de questions sur la vie soviétique et il donne même des commencements de réponse. Sur l'éducation par exemple, un problème qu'on traite de travers en Union soviétique et qui reste pratiquement sans solution. Sur les hôpitaux aussi, même si la question n'est pas abordée en détail. On est tellement mal soigné dans les hôpitaux qu'on a parfois du mal à en sortir vivant. Enfin, ces femmes ont également dénoncé la condition de la femme en prison, ce qui était un sujet tabou dans le discours public et dans le discours officiel en URSS tardive. Après, il faut dire qu'il y avait un groupe au sein de ce mouvement de femmes de Leningrad qui a créé le club Maria, donc le club de discussion. Et elles ont également créé une revue qu'elles ont appelée également Maria. Donc ces femmes participantes de ce groupe Maria, elles ont essayé de trouver une réponse à cette crise de la condition féminine en URSS, notamment à travers la religion chrétienne orthodoxe. Selon elle, le projet de l'émancipation de la femme soviétique a échoué, notamment parce qu'il a ignoré ce côté spirituel. Et selon elle, la crise de la condition féminine en URSS tardive était non seulement sociale et économique, mais aussi spirituelle. Et c'est donc à travers la religion orthodoxe chrétienne qu'elles ont espéré résoudre cette crise, résoudre les problèmes de la femme soviétique dans les années 70-80. Bien sûr, ces revendications des femmes féministes soviétiques de Leningrad n'ont pas pu être ignorées par l'État soviétique. Les persécutions du KGB ont commencé presque tout de suite et très vite, la plupart des participantes de ce mouvement et toutes les fondatrices de ce mouvement des femmes ont été exilées. Il faut évoquer également le rôle majeur joué par la communauté féministe internationale et surtout par les féministes françaises de la deuxième vague qui ont beaucoup contribué à la médiatisation de ce mouvement des femmes de Leningrad. D'ailleurs, ils sont venus 2 fois à Leningrad, d'abord pour faire connaissance avec les féministes de Leningrad, ensuite pour signer un contrat avec elles et pour publier l'almanach Femmes et Russie en France, en russe, mais aussi en français. Et donc, c'est grâce à leur soutien, grâce à leur coopération, que l'almanach Femmes et Russie a été ensuite reproduit dans de nombreux pays en Europe, mais pas seulement. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette solidarité internationale que ces femmes dissidentes de Leningrad, la plupart des participantes de ce mouvement des femmes, ont été exilées et n'ont pas été emprisonnées. Les militantes du MLF, Psychanalyse et Politique, retournent le mois suivant à Leningrad pour retrouver leurs amis. Les éditions des femmes, créées par Antoinette Fouque, publient Femmes et Russie en français, puis aussi en russe pour qu'ils puissent circuler largement en URSS. Les rédactrices sont menacées d'être envoyées au Goulag, ces terribles camps de détention soviétiques. Antoinette Fouque et le MLF Psychanalyse et Politique lancent alors une immense campagne de solidarité en leur faveur. Elles rendent public leur appel à l'opinion internationale lancé le 5 mars 1980, dont voici des extraits. À l'opinion mondiale. Tatiana Mamonova, poétesse, peintre et éditrice à Leningrad, est à l'initiative du mouvement des femmes en Russie. Elle est directrice de publication et éditrice de Femmes et Russie. C'est la première publication réellement sociale et politique à Leningrad. La réaction du KGB a été immédiate, convocation, menaces, poursuites. Les autorités qualifient l'almanach de « tendancieux ». Nous avons compris qu'il est inutile de s'adresser à notre légalité et tout aussi inutile de demander au pouvoir de respecter les textes sur les droits de l'homme qu'il a lui-même signés.
Nous nous tournons donc vers l'opinion mondiale pour qu'elle aide Tatiana Mamonova et sa famille à émigrer. Pourquoi je trouve que c'est important d'étudier des sujets comme le mien, d'étudier les sujets en histoire du genre, en histoire des femmes, en histoire du féminisme. D'abord parce que je trouve que l'histoire des luttes des femmes, l'histoire des luttes féministes fait partie de l'histoire politique en général. Et je trouve que l'histoire politique, sans cette partie qui est l'histoire des luttes des femmes pour leurs droits, elle n'est pas complète. Je trouve également qu'il est primordial de s'intéresser notamment aux féminismes qui ne sont pas les féminismes qui ont existé en Occident. Je trouve qu'il est important de décentrer le regard qu'on porte sur l'histoire des femmes, sur l'histoire du genre et des féminismes. Et je trouve également que l'histoire notamment de ce féminisme religieux russe, c'est un exemple qui nous montre une autre manière de s'émanciper, une autre manière de se libérer qui n'a presque rien en commun avec les féminismes ou bien le féminisme de la deuxième vague en Occident. Je trouve que j'ai aussi beaucoup de chance de pouvoir faire mon travail de recherche en tant que doctorante au Centre d'Histoire de Sciences Po, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans le contexte où il n'est pas possible de faire un tel travail de recherche partout dans le monde. Donc nous sommes notamment dans le contexte de la montée du mouvement de droite, de l'extrême droite, qui lutte contre une soi-disant idéologie du genre. Donc on voit bien que ce mouvement porte préjudice aux études du genre et notamment aux études en histoire du genre. C'est notamment le cas en Europe de l'Est par exemple, ou bien en Europe centrale. C'est aussi le cas en Russie malheureusement. Il n'est pas possible d'effectuer son travail de recherche en histoire du genre par exemple, en histoire des femmes et des féminismes d'une manière libre. Et c'est pour ça que je voudrais bien encourager toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à ces sujets et qui ont la possibilité de faire leurs recherches, de ne pas manquer cette possibilité. Et je vous souhaite bon courage.